Bonsoir à tous. Merci à Fano Investissement de nous accueillir. Oui, effectivement, moi je suis là pour vous parler du sujet, du sujet climatique, environnemental dans son ensemble, qui est un sujet sur lequel je pense qu'il est important de passer un petit peu de temps. Pourquoi est-ce qu'il faut y passer un peu de temps? Parce que c'est malheureusement le plus grand défi auquel l'humanité n'a jamais été confrontée. Plusieurs façons de le quantifier. On va prendre des scénarios scientifiques, ça permettra de poser le contexte. Le réchauffement climatique constaté depuis l'avènement de l'ère industrielle, donc on va dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est déjà 1,1 degré. Si on ne fait rien d'ici la fin du siècle, cette trajectoire, elle va monter entre 3, 3,5, 4 degrés de réchauffement climatique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ne rien faire? C'est avec 3,5 ou 4 degrés supplémentaires sur Terre, ça réduit notre espace vivable d'à peu près une trentaine de %. Ça implique une augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles. Ça implique à peu près 1 milliard de personnes à déplacer à cause de la montée des eaux. Et puis ça a bien évidemment un impact économique et aussi sur la qualité de notre vie. Donc bien évidemment, il faut essayer d'agir et de lutter contre ce réchauffement climatique. Alors ce constat, il n'est pas nouveau. Si vous vous rappelez, déjà il y a une vingtaine d'années, le premier grand événement international, c'était le protocole de Kyoto, 1997, où les États se sont réunis et ont décidé que le réchauffement climatique était une cause planétaire et qu'il fallait agir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Honnêtement, pas grand-chose. Depuis les accords de Paris en 2016, c'est la courbe que vous avez en orange, toutes les annonces, tous les plans d'investissement qui ont été déployés autour de la lutte contre le réchauffement climatique ont infléchi cette courbe de 0,2, 0,3 degrés. Donc en 10 ans, on va dire 10 grosses années, l'effort a été finalement peu impactant. Surtout si on veut atteindre la fourchette objective de 1,5 à 2 degrés d'ici la fin du siècle, qui permettrait de continuer à vivre dans les conditions auxquelles on vit aujourd'hui, il faudrait, vous le voyez, produire à peu près 4, 5 fois, 6 fois les efforts qu'on vient déjà de produire sur les 10 dernières années. Le problème, c'est que les efforts qu'on a déjà produits, c'était les plus simples. Donc, malheureusement, dans les 15, 20, 30 prochaines années, il va falloir produire des efforts gigantesques qui vont tous nous concerner. C'est-à-dire que les entreprises vont être concernées, les industries vont être concernées, mais nous aussi, en tant que consommateurs, comme épargnants aussi, on va être concernés. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir développer des technologies, des solutions pour adresser ce sujet. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, déjà, il y a des entreprises qui portent des projets, des technologies qui vont permettre de lutter contre ce réchauffement climatique. Peut-être pour le regarder d'un point de vue plus chiffré, qu'est-ce que ça implique d'atteindre cette fourchette de 1,5 à 2 degrés? Là encore, on s'appuie sur des scénarios de scientifiques. Pour atteindre cet objectif, il faudrait d'ores et déjà aujourd'hui qu'on arrête d'explorer des nouveaux champs gaziers et pétroliers. Donc c'est une réglementation assez stricte qui est loin d'être implémentée, en tout cas aujourd'hui, dans nos économies développées. Il faudrait qu'en 2025, on interdise les chaudières au fioul. Il faudrait que dès 2030, 60% du parc automobile soit déjà basculé à l'électrique. Donc vous voyez que c'est des chiffres très ambitieux qui ont deux revers. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'industries qui vont être beaucoup impactées par ces nouveaux objectifs. Et à l'inverse, vous allez trouver des entreprises qui portent ces technologies, ces solutions, qui vont avoir des marchés adressables très importants et en forte croissance. Donc bien évidemment, en tant qu'investisseur, on va essayer d'aller dénicher les entreprises qui portent ces technologies, ces solutions face au réchauffement climatique. Il y a quand même un défaut de cette vision théorique, c'est qu'elle se concentre principalement sur le CO2. Et effectivement, depuis une vingtaine d'années maintenant, la théorie se concentre sur la décarbonisation de nos activités. Il y a un autre rapport scientifique qui a été publié cet été, qui est le rapport du GIEC, le Groupement international des experts climatiques, et qui a rappelé à l'univers des scientifiques, mais aussi à nous, investisseurs, que le CO2 n'est malheureusement pas la seule raison du réchauffement climatique, et qu'il y a bien évidemment d'autres dimensions à prendre en compte, comme le méthane, comme la biodiversité, comme l'eau, comme les ressources naturelles, les matières premières, qui ont, elles aussi, un impact sur la vitesse de réchauffement climatique. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les accords de Paris, qui est le cadre réglementaire dans lequel on évolue maintenant depuis 6 à 7 ans, grosso modo, vous pouvez le mettre à la poubelle et essayer de réfléchir à des objectifs beaucoup plus ambitieux. La COP26 va se tenir dans 15 jours à Glasgow, et j'espère, en tout cas je fais partie des gens qui espèrent qu'on va arriver à un compromis beaucoup plus ambitieux pour apporter des solutions au réchauffement climatique et qui inclut toutes ces dimensions et toutes ces différentes thématiques pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique.
Alors je suis désolé, j'ai été un peu anxiogène jusque-là, je vois dans vos regards que vous vous posez beaucoup de questions. La bonne nouvelle, je le redis, c'est qu'on a aujourd'hui des technologies qui atteignent la maturité, qui vont apporter des solutions. Alors, il y a beaucoup de graphes, c'est difficile à lire. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'en fait, depuis 4 à 5 ans maintenant, ces technologies arrivent à maturité beaucoup plus rapidement que ce qu'on anticipait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir accès à des solutions 2, 3, 4, 10 ans en avance par rapport à ce qu'on estimait encore il y a 3-4 ans. Donc évidemment, ces technologies vont contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. C'est vrai pour les batteries, c'est vrai pour l'électrolyse, c'est vrai pour bien évidemment la production d'énergie verte, la capture carbone, autant de solutions qui sont très intéressantes et qui répondent en grande partie à ces différents enjeux et à ces différentes thématiques de la transition écologique énergétique. Donc là encore, en tant qu'investisseur, on va pouvoir aller accompagner ces entreprises qui portent ces technologies, qui portent ces savoir-faire et qui vont avoir des potentiels de croissance très importants. Donc, chez Mandarine, fort de ce constat, effectivement, on a lancé un fonds qui s'appelle Mandarine Global Transition et qui vise donc à accompagner les entreprises qui portent ces technologies, ces innovations. On le fait de manière internationale puisque bien évidemment l'enjeu climatique n'a pas de frontières. On est particulièrement concerné dans les pays développés, mais c'est tout aussi le cas dans les pays émergents, voire même certainement plus, avec des ambitions qui sont encore plus importantes. Et donc on peut trouver des entreprises qui portent des technologies, des solutions partout à travers le monde. On le fait aussi sans contrainte de taille d'entreprise, parce qu'il y a certaines technologies qui sont aujourd'hui portées par des entreprises de taille très intermédiaire, mais des technologies qui nous semblent très intéressantes et très pertinentes. On va prendre ensemble un exemple, ça permettra de mieux caractériser ce qu'on fait à l'intérieur de ce portefeuille. Alors, c'est une entreprise française, je pense que vous connaissez tous, qui s'appelle Schneider Electric. Et en quoi est-ce qu'on peut objectivement confirmer que Schneider Electric contribue à la lutte contre le réchauffement climatique? 3 façons de le regarder. La première, c'est par les produits et les services que propose Schneider. Schneider vend principalement des solutions d'efficience énergétique pour le bâtiment, pour les industries, pour les data centers. Et donc, par la vente de ces produits et ces services, offre à des industriels des solutions pour réduire leur empreinte environnementale, que ce soit sur le carbone, mais aussi sur les autres dimensions. Donc là, on a bien une entreprise qui contribue à la transition écologique énergétique. Deuxième façon d'analyser la contribution de Schneider au sujet du réchauffement climatique, c'est qu'est-ce que fait Schneider dans ses usines? Comment est-ce qu'elle utilise l'électricité? D'où provient l'électricité qu'elle utilise? Quelles matières premières elle utilise? Est-ce qu'elle fait attention à la circularité, la recyclabilité de ses produits? Donc une démarche active en tant qu'entreprise pour elle-même réduire son empreinte environnementale. Là, c'est 2 dimensions qui sont complémentaires, qui ne sont pas forcément toujours alignées au sein d'une entreprise. On peut produire un service qui est environnemental, mais le produire de manière assez néfaste pour l'environnement. Et puis, 3e angle d'approche, c'est la biodiversité. Pourquoi? Parce que la biodiversité est à l'origine de tous les enjeux autour de l'eau, des matières premières, et surtout la biodiversité en tant que telle, c'est-à-dire l'état naturel, est une énorme aide au stockage de tous les éléments qui contribuent au réchauffement climatique, le méthane, le carbone. Donc essayer de limiter son empreinte et les pressions sur la biodiversité, c'est aussi essayer de contribuer à la transition écologique énergétique. Voilà, donc je vous ai pris un exemple. Bien évidemment, il y en a plein dans le portefeuille. Il y a un nom, par exemple, que vous suivez tous, ou en tout cas que vous entendez tous les jours parler, c'est Tesla. Tesla est un gros contributeur à la transition écologique énergétique, par sa capacité à innover, par sa capacité à proposer tous les jours des nouvelles solutions face au réchauffement climatique, que ce soit via les matières premières qui sont utilisées dans les batteries, via la mobilité électrique, et avec une vraie volonté d'apporter des solutions, des contributions dans un marché qui est en forte croissance. Si je résume tout ça, l'intérêt de la transition écologique énergétique, c'est qu'en fait, elle concerne tous les secteurs, toutes les industries et donc tous les métiers. Et donc, construire un portefeuille qui investit dans la transition écologique énergétique, par nature, ça permet de proposer un produit qui est très diversifié et qui répond à plein de sous-thématiques différentes. Donc, là aussi, je suis désolé, ce n'est pas très lisible, mais vous avez plein d'exemples d'industries qui sont concernées par la transition et qui portent des solutions, des technologies qui vont être très vectrices de performance pour votre épargne. Ce qu'on a aussi tendance à oublier, c'est que ces industries, elles ont déjà atteint un niveau de maturité important. Donc ce n'est pas seulement des startups, ce n'est pas forcément des entreprises qui sont peu ou pas encore rentables. Il y a déjà aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui offrent des potentiels de rentabilité, de croissance très importants, et donc une capacité à faire fructifier votre épargne de manière très visible. Alors, qu'est-ce que ça a donné depuis qu'on a lancé ce portefeuille? Donc là, vous avez la performance depuis que le fonds a été lancé en janvier 2020. Donc plusieurs façons de le regarder. La première, c'est en vert, donc la performance du fonds, et en orange, la performance d'un indice global.
donc tout secteur, toute taille de capitalisation. Donc c'est une vraie capacité à générer une performance très différenciante, hein, presque 80% de performance contre un peu plus de 20% pour un indice général. Et surtout, j'insiste, c'est un univers dans lequel, par une approche originale, par une construction de portefeuille originale, on peut générer une performance nettement supérieure à la performance de la thématique. La performance de la thématique, vous l'avez retracée là en bleu, c'est la performance moyenne des fonds investis sur la thématique de la transition écologique énergétique. Donc la diversité de cette thématique permet ensuite à un gérant de conviction, ce que modestement Mandarine nous pensons être, vous proposer un fonds performant et offrant une performance très différenciée sur la thématique de la transition écologique énergétique. Dernier élément, à la fin, je pense que pour vous, c'est très difficile de savoir est-ce qu'un fonds, un produit d'investissement, contribue ou pas à la transition écologique énergétique. Et c'est très difficile à mesurer parce que chacun peut avoir, j'allais dire, son avis subjectif, personnel sur ce qui est vert, ce qui n'est pas vert, comment est-ce qu'on définit, est-ce qu'une entreprise contribue à la transition. Là, vous allez être aidé par la régulation, puisque la réglementation en Europe va vous favoriser en fait la nécessité de transparence et donc pour vous avoir des reporting extra-financiers, donc concentrés sur les enjeux climatiques, qui vont vous permettre pour chacun des produits d'investissement, toutes les solutions d'investissement, de comparer le niveau d'intensité de part verte. Est-ce que le fonds est investi dans le charbon, dans le nucléaire, dans le pétrole, dans le gaz, donc toutes ces industries qui malheureusement sont plutôt néfastes pour l'environnement. Et ça vous permettra à vous de mieux comprendre ce qu'il y a dans le portefeuille et en quoi votre épargne contribue à l'effort de transition écologique énergétique. Ça me semble clé. Pourquoi ? Parce que pour financer cette transition écologique énergétique, on a besoin de plans d'investissement, de plans de relance, de l'argent de l'État, mais on a aussi besoin de solliciter l'épargne. Pourquoi ? Parce que l'épargne est un grand levier, un gros levier pour financer la transition écologique énergétique et utiliser cette manne pour accélérer la transition et accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Si je dois résumer le sujet, avec votre épargne, vous pouvez agir pour le réchauffement climatique. Contre le réchauffement climatique, pardon. Il faudra juste choisir le bon produit et pour ça, vous avez aujourd'hui des éléments de transparence qui devraient vous y aider.